La redécouverte de Dragon Ball sur NES a été l'occasion de réaliser une introspection sur mon passé de joueur. Si je dois mon amour des jeux vidéo à la 8 bits de Nintendo, elle a aussi été le théâtre de sentiments partagés. Excitation et allégresse, certes, mais aussi parfois frustration et écœurement. Cela était non seulement lié à mon jeune âge, bien sûr, mais aussi au relatif archaïsme des productions de la fin des années 80. Difficulté mal dosée, level design abscon ou encore contrôle approximatif ont trop souvent émaillé mes parties, au point que s'entrechoquent désormais les bons et les mauvais souvenirs sur cette période dorée. Ces réflexions me permettent aujourd'hui de vous présenter les 7 jeux NES qui m'ont le plus écœuré à l'époque, sans qu'ils soient forcément mauvais dans l'absolu, il faut le préciser. Section Z. C'est fou comme un simple travelling, un zoom et une musique empreinte de mélancolie pouvaient me faire de l'effet. Aussi simple soit-il, l'écran titre de Section Z m'a marqué à jamais. Il se dégageait quelque chose de mystérieux de ce jeu, si bien que je lui ai plusieurs fois donné sa chance, en vain. Pourtant, ce shoot horizontal issu de l'arcade a bénéficié d'un portage plutôt soigné, moyennant quelques modifications dans le level design et les contrôles. On y incarne un astronaute missionné pour infiltrer et détruire une base, composée de 60 sections divisées en 3 stages. Le jeu se révèle être un véritable labyrinthe. À la fin de chaque section, le joueur doit choisir entre 2 téléporteurs qui vous font soit avancer ou soit reculer dans le jeu. Les contrôles demandent un petit temps d'apprentissage, mais ne souffrent d'aucun défaut. En revanche, la difficulté, aujourd'hui surmontable, était particulièrement corsée pour un gosse. À la nécessité d'apprendre le parcours par cœur et de réaliser certaines actions pour progresser, s'ajoutait la rudesse des ennemis et des boss. Le game over, surtout s'il survenait loin dans le jeu, était vécu comme une frustration, d'autant qu'aucun système de sauvegarde n'était proposé. Pourtant, Section Z apparaît aujourd'hui comme un bon jeu que j'aimerais finir un jour. Il était tout simplement inadapté à mes facultés de l'époque. Knight Rider. Parmi les nombreuses adaptations de séries télévisées, il y en a une qui faisait baver de nombreux enfants. Exposer la boîte de K2000, alias Knight Rider, dans une vitrine de magasin, avait un pouvoir d'attraction probablement plus efficace qu'un piège à souris. Hélas, comme trop souvent, le contenu n'était pas à la hauteur du contenant. Knight Rider prend la forme d'un jeu de course à la première personne, au travers du cockpit de la célèbre Pontiac Firebird. Le chevalier et sa monture ont pour mission de parcourir une quinzaine de missions en proie à des terroristes. Le problème est que la route est également empruntée par des gentils civils, qu'il ne faudra pourtant pas hésiter à mitrailler pour progresser. Les contrôles, bien que sommaires, ne posent pas de problème particulier. Les graphismes, eux, sont plutôt soignés, nonobstant le souci d'échelle qui donne l'impression de conduire un avion. Mais c'est une nouvelle fois la difficulté excessive qui m'avait frustré avec Knight Rider. Face aux méchants pas beaux, 2 options s'offrent à vous, tirer ou esquiver. La première se révèle bien trop périlleuse car s'en prendre aux voitures rouges équivaut à recevoir des salves de tir difficilement esquivables. La seconde s'impose donc rapidement, rendant le jeu assez rébarbatif. Dommage car la mise en scène qui tente de raccrocher les wagons avec la série télévisée est plutôt réussie. Il ne fallait pas grand chose pour faire de Knight Rider un jeu correct. Dragon Ball. En détenant la licence Dragon Ball, Bandai tenait de l'or dans ses mains, et le savait, au point de faire le service minimum. C'est vrai, ça pourquoi s'embêter alors que le jeu était certain de se vendre par palette, quel que soit le résultat. Les magazines étaient peu lus et la boîte, qui est plutôt jolie, suffirait à attirer le pigeonneau. Alors oui, je l'ai dit, Dragon Ball n'est pas totalement mauvais, malgré la purge que constitue sa bande-son et dans une moindre mesure sa hitbox et son level design. En effet, les contrôles sont à 80% du temps corrects, la progression, en tout cas au début, ne pose pas de problème particulier et les dialogues sont avec le recul plutôt drôles. Mais à l'époque, le décalage entre le dynamisme de la série et la mollesse, pour ne pas dire la chantitude de cette adaptation, ne passait pas, au point de faire de ce Dragon Ball l'une de mes plus grosses déceptions sur NES. Contrairement aux Tortues Ninja par exemple, où l'on retrouvait peu ou prou l'ADN de la série, ici, on avait le sentiment de jouer un reskin, lent, chiant et poussif, décalé avec l'univers original de Dragon Ball. Bref, il me faudra plus de 30 ans pour finalement en voir le bout, c'est dire.
Top Gun. Autre licence particulièrement attractive à l'époque, Top Gun. Cette fois c'est Konami qui s'y collait. Le jeu est sorti en 1987, un an après le film, et s'annonçait prometteur au regard de la boîte, et même des screenshots à l'arrière. C'est mon pote qui en hérita, et je me souviens encore précisément des minutes qui ont précédé l'insertion de la cartouche dans la console. Mon ami, qui ne semblait pas pressé d'y jouer, prit le temps de se servir un verre de Fanta, alors que moi je trépignais d'impatience. Peut-être avait-il un mauvais pressentiment. Quoi qu'il en soit, ce Top Gun nous a longtemps laissé perplexes. D'un côté, il proposait une expérience assez proche de ce qu'on imaginait être un simulateur de vol. La représentation du cockpit aujourd'hui, risible, nous paraissait crédible. De l'autre, le jeu semblait en décalage avec le film, à part l'exploitation du thème principal à l'écran titre et cette belle cutscene. En outre, son déroulement s'avéra rapidement fatigant. Sur le papier, rien de bien compliqué pourtant. Après un décollage automatique, le joueur fait face à des vagues d'ennemis, venant le plus souvent de l'arrière ou de l'avant, que l'on neutralise à l'aide de deux armes, une mitrailleuse ou des missiles. Les premiers servant autant pour se défendre que pour attaquer. À milieu des acrobaties réalisées dans le film, ici l'avion semble aussi agile et rapide qu'un semi-remorque. Il est vrai plombé par une vitesse ridicule que seul un compteur vient matérialiser à l'écran. Les déplacements poussifs apparaissent rapidement superflus. Et puis, il y a cet horizon indépassable constitué d'un ciel, évidemment bleu, et d'une mer, bleue aussi, mais un peu plus foncée. Certes, le truc devient parfois ocre lorsque l'on traverse des terres. À eux seuls, les avions ennemis, correctement dessinés et animés, ne parviennent pas à sauver l'ensemble. À la représentation graphique sommaire vient se greffer un autre problème, cette fois indépendant de la volonté de l'éditeur, l'anglais. Et oui, nous ne bitions rien aux instructions. Du genre speed up, speed down, left, right, et il fut l'intervention de nos parents pour progresser un tant soit peu dans le jeu. Bref, vous l'aurez compris, Top Gun ne m'a pas laissé que des bons souvenirs. Days of Thunder. Day of Thunder a 4 points communs avec Top Gun. Les connaissez-vous? Dans les deux cas, il s'agit 1. de l'adaptation d'un film, 2. réalisé par Tony Scott, et 3. mettant en scène Tom Cruise. Et le quatrième, me demanderez-vous? Eh bien, c'est pas terrible. Mais commençons par les points positifs. Contrairement à Top Gun, Day of Thunder s'avère plutôt fidèle à l'œuvre originale, et ce dès l'intro. On voit notre cher Tom arriver en moto sur le lieu de la course, effectuer quelques tours de piste lors des qualifications avant de s'aligner sur la piste de départ. Avec le recul, je trouve le jeu plutôt correct visuellement. C'est vrai que le jeu est engoncé dans une petite fenêtre, et que les environnements manquent de variété, mais ils sont pour le coup plutôt réalistes. Les arrêts au stand, vus de haut, sont joliment représentés et les voitures correctement modélisées. C'est quand tout ce petit monde bouge que tout se gâte. En effet, l'animation n'est pas à la hauteur de l'idée que l'on se fait d'une course de NASCAR, intense et frénétique. Autrement dit, les bolides se traînent, rendant les courses aussi rébarbatives que possible, malgré des contrôles somme toute corrects. À cela s'ajoute son approche plus simulation qu'arcade, qui fait perdre à Day of Thunder l'once de fun qui lui restait. Non content de vous opposer une IA redoutable, le jeu sanctionne trop durement la moindre erreur de conduite. Les arrêts au stand, pourtant indispensables, après plusieurs tours, se payent au prix de nombreuses places perdues, qu'il est ensuite difficile de rattraper. Fausse bonne idée, le fait de pouvoir manipuler chacun des membres de l'équipe lors des arrêts au stand. Une idée géniale sur le papier, seulement l'imprécision des contrôles et la complexité des commandes rendent ces séquences particulièrement assommantes. Et puis il y a cette ambiance sonore triste, tellement triste, qui réussirait presque à déprimer les gagnants de l'Euro Mignon. Day of Thunder était déprimant à l'époque, et déprimant encore aujourd'hui. Ikari Warriors. Mon histoire avec Ikari Warrior débute un dimanche après-midi vers la fin des années 80. Un après-midi aussi gris et morose qu'un épisode de Derrick. C'est probablement au moment où j'allais zapper sur FR3 que mon pote, chez qui j'allais jouer à la NES, a sorti une étrange cartouche de son armoire. Une cartouche qui arborait deux hommes bodybuildés, l'un portant un bandana rouge et une moustache, l'autre un bandana bleu, sans moustache. Bien sûr, à l'époque, il n'était pas question de l'amour des hommes. Et oui, Ikari Warrior représentait le dernier recours
pour sortir de la torpeur des dimanches après-midi pluvieux. Le Joker un peu foireux que l'on sortait après avoir tout essayé. Alors oui, on pouvait y jouer en coop, mais quelle léthargie! La musique entêtante qui tournait en boucle, cette jungle et qui s'étendait à des kilomètres, ces déplacements d'une lenteur, mais d'une lenteur! Et puis cette difficulté surréaliste, heureusement compensée par le désormais fameux ABBA, un code dont je me souviendrai toute ma vie. C'était pour nous la seule chance de progresser dans le jeu, même si à vrai dire la progression dans le jeu était indépendante de notre volonté. Elle était semblable à un instinct de survie, une inexorable pulsion. Airwolf. Je dois la découverte de Airwolf à un ami, qui comme moi était fan de la célèbre série. Mais à y réfléchir, non, je n'étais pas spécialement fan de Supercopter, son nom en français, en tout cas beaucoup moins que K2000. Mais l'imagerie et surtout l'hélicoptère étaient tellement stylés. Pour le reste, je trouvais les intrigues souvent chiantes. Enfin, moins que Highlander quand même, faut pas déconner, mais là, je m'égare. Eh bien, vous savez quoi, avec cette adaptation, nous n'avons pas été dépaysés niveau chiantitude, car Airwolf réussit l'exploit d'être moins passionnant que Top Gun, dans le même genre. Il lui ressemble en effet sur le plan de la représentation graphique, à la première personne, avec un tableau de bord beaucoup moins stylé et des décors encore plus dépouillés, c'est dire. À titre d'exemple, je me souviens avoir mis du temps à comprendre que ces espèces de cercles étaient des missiles. Pourtant, avec le recul, le jeu n'est pas injouable, loin de là. On se déplace sur une carte pour atteindre un certain nombre de points d'intérêt. Le premier d'entre eux étant les otages délivrés, mais il y a aussi une station de ravitaillement ou des bases alliées. Les missions s'enchaînent mécaniquement, sans que l'on ressente la moindre émotion. Airwolf est un jeu creux et vide, qui a au moins le mérite de proposer un habillage soigné au travers de belles cinématiques. Et vous, quelles sont les jeunesses que vous détestiez à l'époque? Que ce soit à cause de leur médiocrité ou par manque d'investissement de votre part. N'ayez pas honte, ce n'est pas sale.